Bon, donc aujourd'hui, je dois finir, avant d'attaquer des choses un peu plus générales, finir donc toujours des équations de la chaleur avec des champs de vecteurs dont je ne rappellerai plus les hypothèses. En temps, je prendrai un cas particulier. Il faudra que je reparle la semaine prochaine un peu du cadre L1. Mais dans un cas d'équation un peu plus générale. Quoi qu'il en soit, donc toujours des conditions limites périodiques, une condition initiale U0 qui est dans LP, et maintenant on veut travailler avec des P qui varient entre 1 et l'infini. Donc pour donner un sens à l'équation, toujours l'idée de ces solutions renormalisées, ou enfin de tronquer autant que faire se peut les valeurs grandes de U. Donc la formulation consiste à prendre des phi telles que, qui soient bornées telles que régulières, ou C1, ou d'ailleurs ça n'a pas vraiment d'importance, C infini est tel que phi' soit à support compact, à support borné, de dire que phi de U est dans L2 de H1. Donc voici la formulation. Et H1 en X, donc une dérivée dans L2, des dérivées dans L2. On cherche un U qui sera continu en temps à valeur dans LP, le même P que la condition initiale. Et puis on aura besoin, surtout dans le cas P égale à 1, on aura besoin de compléter un peu ceci. Alors donc dans le cas P plus grand que 1, ce à quoi on s'attend, c'est trouver un U qui est tel que U à la puissance P sur 2, soit dans L2 en temps à valeur dans H1. Et dans le cas P égale à 1, on avait observé que l'intégrale de gradient U carré pour les U qui sont en valeur plus petit que R, donc en regardant que la zone où U est majoré par une constante R, que ceci, dx dt, est majoré par C fois R. Alors on aura besoin d'un peu plus pour l'unicité, et donc ça reviendrait à démontrer l'unicité tout de suite, mais je préfère effectivement faire une observation. C'est que dans le cas P plus grand que 1, l'information que l'on a, à savoir à laquelle on s'attend par densité, puisque je vous ai expliqué qu'on savait qu'on avait dans le cas où U0 est dans L infini, on a effectivement déjà construit des solutions et qu'on a une estimation de stabilité pour ces équations linéaires dans LP pour tous les P plus grands que 1. Donc on sait que les solutions L infini se prolongent de manière unique par densité à des objets qui sont continus en temps à valeur dans LP et dont on espère avoir la formulation que j'ai commencé à expliquer. Je n'ai pas rappelé quelle était l'équation à ce moment-là, et celle à laquelle on s'attend au moins formellement, à savoir moins Laplacien phi de U, plus phi seconde de U, gradient U carré, moins B, gradient de phi de U égale à 0. Et là, maintenant, tous les termes ont un sens. Dans le cas où le B a des propriétés du style L2, eh bien, ceci a un sens puisque ceci est dans L2. Et si B a une partie dans W11, comme phi est borné, on peut donner à cela un sens sans distribution en mettant le B à l'intérieur du gradient. Et on récupère en plus un terme en divergence B phi de U qui a le bon goût d'avoir un sens, puisque divergence B est dans L1 et phi de U est borné. Donc tout ça, j'ai déjà expliqué. Quant à ceci, du fait que phi' de U soit à support compact, oui, que du fait que phi seconde de U est bien sûr à support compact, eh bien, les informations qui sont ici, à savoir que pour tous les phi, on a quelque chose qui est dans LT à valeur dans H1, eh bien, ou le fait qu'on ait ces informations-là nous assure instantanément que cet objet a un sens dans L1.
Bon, alors je passe un peu sur silence sur le fait que qu'est-ce que ça veut dire gradient U. Donc c'est gradient U est bien défini au sens que c'est le gradient d'une troncature sur les zones où U est plus petit que R, que les règles de dérivation des fonctions composées dans H1 assurent qu'en fait, il y a un objet défini presque partout, qui n'a aucune intégrabilité a priori, mais qui est de carré intégrable chaque fois qu'on l'intègre sur la zone où U est plus petit que R, et qui se comporte comme le gradient dès que l'on prend des troncatures de U. Donc on va faire exactement comme si c'était un gradient U, je dirais, classique, mais il y a une légère difficulté là qui est purement, qui ne présente pas de difficulté particulière, qui est purement technique. Alors donc une remarque que je vais faire, et puis ça donnera en fait la formulation globale, la formulation générale, pardon, c'est de dire que dans tous les cas de figure, pour tous les P, non seulement on a ceci, mais on a une information supplémentaire qui jouera un rôle crucial dans l'unicité, à savoir que l'intégrale de gradient U carré, pour les U qui sont compris, disons, entre R et 2R, si je divise ça par R, ceci en fait tend vers 0 quand R tend vers l'infini. La borne qui est ici, en majorant simplement toute cette zone par la zone où U est plus petit que 2R, nous dit que ceci est borné. Et en fait, si on prend cette couronne en valeur de U, cet objet-là tend vers 0. Alors, deux cas de figure. Pourquoi est-ce vrai? Alors déjà, le cas simple, c'est le cas où P est plus grand que 1. Dans le cas où P est plus grand que 1, eh bien, que peut-on dire? Simplement que suffit-il de dire? Bien, peut-être que le U puissance P sur 2 est dans LT et dans L2, c'est-à-dire que son gradient est dans L2, c'est-à-dire le gradient de ceci, ça fait quoi? Eh bien, ça fait gradient U carré. U à la puissance P-1, à quelques erreurs de calcul près, c'est faux d'ailleurs, ça doit être P-2. Donc en tout cas, ça fait une puissance P, oui, donc ça doit être correct. Effectivement, P sur 2, moins 1 au carré, ça fait P-2, bien. Multiplié par 2, ça fait P-2, donc on a cette information, ceci est majoré, défini. Et donc là, maintenant, si on restreint aux U qui sont dans cette couronne, eh bien, donc, en restreignant, eh bien, j'ai évidemment quelque chose qui est plus grand, enfin, ce que j'obtiens est plus petit, et là, maintenant, dans cette couronne, U à la puissance P-2 se comporte, ça dépend de la valeur de P par rapport à 2, mais se comporte comme du P, et c'est évidemment quand P tend vers 1 que ceci est plus délicat, puisque sinon, dans le cas déjà où P est égal à 2, on a cette information sans la fonction indicatrice, et donc, bien entendu, si gradient U carré est intégrable, qu'on intègre sur une zone qui est petite, eh bien, évidemment, ceci tend vers 0. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que ceci est supérieur à une certaine constante dans tous les cas de figure. J'ai appelé alpha R qui est soit 1, soit 1,5 à la puissance P-2, ou 2 à la puissance P-2. Et quoi qu'il en soit, ceci nous donne un certain alpha, R à la puissance P-2, intégrale de gradient U carré. Et comme P est strictement plus grand que 1, Rp-2 est strictement plus grand que moins 1, et donc vous voyez que cet objet-là est majoré en divisant par un R à une puissance qui est plus petite que 1, et si on a ceci, quand on divise par 1 sur R, eh bien évidemment on a quelque chose qui tend vers 0. Donc cette information découle instantanément de l'information d'énergie dans LP. Lorsque les P sont plus grands que 1, il n'y a rien à faire. Dans le cas P égale à 1, ceci est moins clair. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est trouver de bonnes fonctions test
pour effectivement déduire de l'information qui est ici, de déduire cette information-là. Et une manière de faire, qui revient à choisir des phis particuliers, si on repart à partir de l'équation, mais on réinterprète ça facilement sur les phis, c'est de se dire, au fond, j'avais multiplié par des troncatures, je vais maintenant multiplier par une autre fonction, l'équation en U, je vais la multiplier par une autre fonction de U que j'appelle psi R, et qui a fonction qui vaut, je vais faire un dessin comme ceci, qui vaut 0 jusqu'à R, qui monte à pente 1 jusqu'à 2R, et qui ensuite est plate. Bien. Donc, si je multiplie l'équation, c'est-à-dire que je prends pour phi R, je prends pour phi l'intégrale de psi R, bien, la primitive de psi R. Donc, si je fais ceci, eh bien, oui, j'aurais dû dire quand je dis phi à support borné, c'est vraiment phi seconde que je veux à support borné. Donc, effectivement, bon, ce n'est pas une fonction très régulière, mais vous pouvez un peu la régulariser, ça, c'est vraiment pas la difficulté. Vous voyez bien que la dérivée de psi R est à support borné, puisqu'à partir de 2R, elle s'annule. Et ce que l'on va donc obtenir, bah, c'est l'information qui découle de ceci. Je vais faire le cas divergence B minoré, étant entendu que l'on peut traiter de manière un peu plus compliquée des situations où on a un champ de vecteur B qui a toutes les propriétés que l'on avait vues dans L infini, à savoir se décompose en un petit morceau dans LD ou dans LD infini, etc., etc. Donc, comprenons comment ça marche, et puis après, il y a de nombreuses variantes techniques suivant les champs de vecteurs. Alors, si je fais ceci, vous voyez que le terme, l'équation qui est là, lorsque je l'intègre, me dit tout de suite que d sur dt de l'intégrale de phi r de u, plus l'intégrale de gradient u carré phi seconde, c'est-à-dire psi primaire de u, bah, psi primaire de u, c'est exactement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la fonction indicatrice de u compris entre r et 2r. Et que ceci se majore grâce à l'information sur la divergence. On a fait des arguments comme ceci 36 fois. Donc maintenant, un petit coup de Gromval, et on en déduit donc de ceci que l'intégrale double de gradient u carré, la fonction indicatrice de u compris entre 2r et r, dx dt, bien, a priori, se majore par quelque chose qui dépend éventuellement de la borne de l'intervalle, si c'est, il y a une exponentielle qui flotte, qui, pour tous les pardonnez-moi, c'est là je prends de l'intégrale de 0 à grand T, et chaque fois que je prends ces doubles intégrales, j'ai fixé une fois pour toutes un intervalle de temps grand T qui est arbitraire, hein, donc je ne le dis pas, mais on travaille sur 0 grand T, où grand T est fixé et quelconque. Bien, alors donc on en déduit C de T fois quoi? Bien C de T fois la quantité initiale, c'est-à-dire phi R de U0. Et ça, à quoi ça ressemble? Eh bien, phi R de U0, vous voyez que, écrivons ce que c'est phi R, c'est la fonction phi R de S, ça vaut quoi? Bah, d'abord, ça vaut 0, la primitive de ceci vaut 0 si S est inférieur à R. Ensuite, cela fait S moins R plus, enfin S moins R, si S est compris entre R et 2R. Et puis après, à partir de 2R, ben, ça vaut R si S est supérieur à 2R. OK, donc dans tous les cas de figure, vous voyez que ceci... Non, c'est faux ce que je dis. Psi R de U, c'est trop beau ça. Non, ça va.
Oui, c'est bon, c'est bon. Et donc, ça a l'air à peu près correct, ça. Oui, c'est correct. Bien. Et donc, ce que je peux dire, c'est que ceci se majore par R fois. Non, j'ai pris la primitive. La pente vaut 1 ici. Donc, ici, c'est S moins R. C'est bien phi. Hein? Je suis... là, ce que j'ai décrit... Ah oui, c'est à pente 1, donc ça, c'est phi. D'accord, pardon. Donc, voilà. Donc, si j'intègre ça, ça fait S moins R au carré. Et puis après, ça me fait quoi? Bien, ça me fait la pente qui est R, S moins 2R, plus R au carré. Hein? C'est-à-dire la valeur, non, c'est toujours pas ça, c'est la valeur, c'est j'intègre la R entre S et 2R, ça c'est le premier terme, et je prends la valeur en 2R de la quantité précédente, ce qui fait bien R2. Et donc je récupère ici RS moins R2. Bien. Alors, quoi qu'il en soit, donc ceci, je prétends que c'est majoré par RS1, fonction indicatrice de S supérieur ou égal à R. Regardons si ceci est vrai. Bien, c'est clairement vrai dans les deux dernières parties. Et avant grand R, bah, c'est évidemment tout vaut 0. Et donc, la morale, c'est que ceci se majore par C de t fois R, l'intégrale de U0, fonction indicatrice de U0 supérieur ou égal à R, et comme U0 est dans L1, l'objet qui est ici tend vers 0 quand R tend vers l'infini, ce qui est bien ce qu'il fallait démontrer. Donc, on voit que non seulement dans le cadre P égale à 1, on a l'estimation que ces objets sont continus, mais on a une information supplémentaire que je vais maintenant conserver. Qui est que cette intégrale de gradient U carré sur la bonne zone, on ne dit pas qu'elle est bornée ou quoi que ce soit, on dit simplement qu'elle tend plus lentement que R quand R tend vers l'infini. Elle croît plus lentement que R quand R tend vers l'infini. Vous voyez d'ailleurs que cette information, c'est une information d'équi-intégrabilité, d'uniforme intégrabilité de U0, et que donc ce n'est pas une estimation qui est uniforme pour U0 borné dans L1, c'est uniforme pour U0 équi-intégrable dans L1. Bien. Mais enfin, elle est vraie pour des U0, donc, qui, je le répète, sont équi-intégrables dans L1. Ça servira, parce qu'évidemment, lorsqu'on régularise, on a l'équi-intégrabilité. Donc, si maintenant j'efface cette remarque et je conserve l'information qui est ainsi obtenue, eh bien, on a à ce moment-là un théorème sous les mêmes hypothèses sur B que dans le cas L infini. Bien, il existe une unique solution U avec toutes ses propriétés. Donc, toutes ces propriétés, c'est celles que maintenant j'encadre, qui sont là, cette équation et cette information. Donc, je rajoute cette information d'intégrabilité sur la couronne pour avoir l'unicité. Évidemment, l'existence n'a pas besoin de cette condition, mais on aurait un objet qui ne serait pas assez précis. Alors donc, voilà l'énoncé précis, la démonstration. Eh bien, n'est pas, en ce qui concerne l'existence, je vais commencer par l'existence. L'existence est somme toute assez claire avec un ou deux détails techniques déplaisants, mais assez transparent. Pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'on a des estimations
qu'on a démontré pour tous ces objets-là des estimations qui sont dans le cadre L infini, et on a une équation linéaire. Donc, a priori, si le U0, je le remplace par un U0 epsilon, qui est dans L infini, et qui tend dans LP vers U0. Eh bien, j'ai en fait toutes les informations qui sont là, je les ai, et je les ai grâce à la linéarité, je les ai de manière uniforme en epsilon, et encore plus précisément que cela, je sais, grâce à l'estimation LP, donc je vais écrire les diverses informations, que U epsilon converge vers un certain U. Il existe un U, tel que U epsilon converge vers U dans CT de LP. Alors, pourquoi c'est vrai? C'est simplement qu'on a démontré des estimations qui, lorsque je les applique à U epsilon moins U eta en norme LP, et que je prends tous les t compris entre 0 et grand T, on a obtenu des estimations où ceci se majore par la condition initiale. Et donc, j'ai une suite de Cauchy dans LP. Et donc, ça converge vers un certain machin qui est continu en temps à valeur dans LP. Ça, ce sont les estimations LP. Je sais, en outre, que U epsilon moins U, si P est plus grand que 1, que U epsilon moins U à la puissance P sur 2, convergent toujours les mêmes estimations, convergent dans L2 en temps à valeur dans H1 vers 0. Pourquoi? Parce que je me sers toujours des estimations LP. En fait, je m'en sers pour U epsilon moins U eta, je fais tendre eta vers l'infini. Ceci est uniformément petit en epsilon et eta, donc c'est petit en epsilon, et je récupère donc que U epsilon moins U, grâce à la convergence précédente, en fait, converge dans L2 en temps à valeur dans H1 vers 0. Bien. Que sais-je d'autre? Eh bien, je sais, enfin, en outre, je sais que l'intégrale de gradient U epsilon moins U au carré dans le cas P égale à 1, toujours pareil, ce sont les estimations L1 que j'ai obtenues la semaine dernière. Dans la zone où U epsilon moins U est majoré par R, tend vers 0. Donc je vais peut-être mettre un K ici, tend vers 0. Bien, alors ça va effectivement suffire pour passer à la limite, dans tous les termes. Alors déjà, au passage, on a commencé à démontrer des bouts de régularité. U puissance P sur 2 appartient à L2 en temps à valeur dans H1. On a également, ça va impliquer relativement facilement ceci, mais je ne veux pas aller trop vite là-dessus. Déjà, pourquoi le dernier point que j'ai indiqué, je ne vais pas faire tous les arguments, mais déjà, le dernier point que j'ai indiqué, c'est que si vous fixez un epsilon là-dedans, vous savez, c'est un epsilon suffisamment petit pour que ceci soit majoré par 1, eh bien, vous en déduisez donc l'intégrale de gradient U moins U epsilon au carré. Fonction indicatrice, certainement, je peux dire que la fonction indicatrice, si U epsilon, c'est un U epsilon 0, bien, j'en déduis de ceci que la fonction indicatrice de U inférieure à K moins la norme L infinie de U epsilon 0 et puis la valeur positive de ceci. Donc, en fait, je prends un K qui est plus grand que U epsilon 0.
Bon, enfin, bon, bref, ça, on se débrouille. J'en déduis donc facilement que les troncatures sont effectivement gradient U carré pour les U qui sont majorés par une constante. C'est effectivement quelque chose de borné. Alors, ça ne suffit pas tout à fait parce qu'il y a des non-linéarités un peu partout là-dedans et que je vais finir proprement le cas où P est strictement plus grand que 1. Le cas P égale 1, c'est du même tonneau. Mais que devons-nous dire? Alors, l'argument essentiel là-dedans, va être fondamentalement de... Donc, il nous faut passer à la limite pour récupérer cette information. Bien. Alors, passer à la limite dans le phi de U, passer à la limite dans le moins laplacien phi de U, il n'y a aucun souci. Le fait que les informations qui sont ici, j'aurais dû le dire, c'est que l'intégrale, les intégrales de gradient U epsilon, 1 de U epsilon carré, 1 de U epsilon majoré par R, bah, c'est majoré par C fois R, quel que soit epsilon. Que la majoration, toujours pour P égale à 1, de gradient U epsilon carré de la couronne, bah, on refait la démonstration qu'on a faite précédemment et vous voyez que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les conditions initiales convergent dans L1, puisque le U0 epsilon, il existe, le U0 epsilon converge dans L1 vers U0, on a l'équi-intégrabilité. Donc on sait que ceci, divisé par R, tend vers 0 uniformément en epsilon. C'est toutes les estimations, là je suis simplement en train de stocker toutes les estimations que l'on a déjà obtenues et d'observer que tout est uniforme en epsilon, elles sont toutes vraies pour epsilon et que l'on a aussi effectivement que l'intégrale double de gradient U pi sur 2 dans le cas P plus grand que 1 est uniformément majorée indépendant de epsilon, c'est majoré par un C. Ah, j'écris mal les choses, U epsilon à la puissance P sur 2. Toutes les estimations sont uniformes grâce aux estimations que l'on a obtenues. Elles sont uniformes en epsilon et on a des informations sur les différences. Bon, alors donc ça, après, c'est un petit exercice d'intégration, de convergence, de se convaincre que l'on peut effectivement passer à la limite, c'est-à-dire que l'on peut comprendre pourquoi des phi secondes de U epsilon gradient U epsilon carré convergent dans L1 vers phi seconde de U gradient U carré. Alors, de quoi ça vient, ça? Fondamentalement, ça vient du fait que l'on a de la convergence presque partout. La convergence presque partout, elle vient des convergences qui sont là. Pourquoi est-ce vrai? Je l'indique rapidement, c'est vraiment technique et un peu long. C'est qu'on n'a que gradient U epsilon converge presque partout vers U. Bah déjà, sur cette zone-là, où epsilon moins U est inférieur à K, quand je dis presque partout, c'est en fait en mesure. C'est une sous-suite qui converge presque partout. Pourquoi? Eh bien, sur cette zone-là, on a ce qu'on veut. Et cette zone-là, elle est uniformément petite. Donc la mesure que gradient U epsilon soit moins gradient U soit plus grand que quelque chose, eh bien on peut la majorer par deux bouts, par une telle intégrale, et puis par la mesure où epsilon moins U est plus grand que K. Donc je vous l'indique comme ceci. Gradient U epsilon moins gradient U, plus grand que alpha. Eh bien, quel que soit K, je peux majorer ceci par 1 sur alpha 2 fois l'intégrale de gradient U epsilon moins gradient U carré fois multiplié par la fonction indicatrice de U epsilon moins U inférieur à K, plus la mesure de U epsilon moins U
plus grand que K. Et ça, je peux le majorer, enfin, il suffit d'avoir des bornes L1, hein, mais là, j'ai même mieux que ça. Ça, je peux évidemment le majorer par 1 sur K, la norme de U epsilon moins U en norme LP. Et donc, ceci peut être rendu aussi petit que l'on veut, puisque quand epsilon tend vers 0, ceci tend vers 0, donc la lim sub de ceci est majorée par cela. Et de toute façon, quand epsilon tend vers 0, on n'a même que U epsilon moins U tend vers 0 dans LP. Donc vous voyez, il n'y a absolument aucune difficulté pour avoir la convergence presque partout. Et après, qu'est-ce qu'il nous suffit de savoir pour avoir de la convergence L1? C'est avoir de l'équi-intégrabilité. Donc c'est là où il faut encore se servir des informations qui sont ici pour obtenir de l'équi-intégrabilité et par exemple se servir de la réciproque du lemme de Lebesgue. Le lemme de Lebesgue vous dit que lorsque vous avez une convergence dans L1, si vous avez une domination, eh bien vous savez que la convergence partout s'entraîne la convergence L1. Mais si vous avez convergence dans L1, il y a une sous-suite qui est dominée par une fonction intégrable. Donc en se servant de cette information, on va récupérer de l'équi-intégrabilité qui permet de passer à la limite là-dedans. Bon, je n'indique pas tous les détails, ce sont des choses d'ailleurs relativement classiques qui apparaissent dans de nombreux articles dans la littérature. Donc là, je vous donne l'essentiel de la démonstration. Donc l'existence, et on devait s'y attendre, ce n'est pas vraiment un problème. Il faut un peu trépatouiller avec les filles et les choses comme ça, mais ce n'est vraiment pas ça le point qui mérite qu'on s'y arrête. La véritable question est bien entendu liée à l'unicité. Pourquoi l'existence, au fond, ne pose pas de problème? C'était déjà la remarque qu'on savait qu'il y avait un objet limite. C'est-à-dire que lorsque, effectivement, on prend une donnée initiale dans LP, c'est ce que je vous avais dit, on a un semi-groupe continu, on a défini un semi-groupe dans L infini et qui est continu dans LP. Donc, par densité, on a a priori un semi-groupe dans LP. Bon. Ce semi-groupe dans LP, écoutez, on a dans L infini toutes les informations qu'on a listées avant. Par densité, on récupère toutes les informations que je viens d'indiquer. Bon. Et le point essentiel, c'est de comprendre qu'effectivement, cette information est uniforme en epsilon, et en passant à la limite, comme c'est uniforme en epsilon et qu'on a les convergences qu'il faut, eh bien, on en déduit que l'objet qui est ici tend lui aussi vers 0 quand R tend vers l'infini. D'ailleurs, même si on n'avait pas la convergence dans L1, le lemme de Fatou suffirait à savoir que cet objet tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Mais en plus, ces objets-là convergent dans L1. Bon, donc voilà l'esquisse de la démonstration de l'existence, ce sont les points essentiels. Maintenant, je voudrais effectivement que l'on réfléchisse à la question de l'unicité. Donc, je vais effacer ceci et me concentrer sur la partie réellement intéressante, c'est pourquoi il y a unicité. Donc, je vais faire l'unicité dans le cas divergence B plus grand que moins 1. Le cas où on a des champs de vecteurs B qui sont plus compliqués, je serai amené à le retraiter avec des opérateurs de diffusion plus généraux, c'est-à-dire des opérateurs plus complexes que celui-ci. Je m'en mets de partout. Alors donc, en ce qui concerne l'unicité. Donc on va prendre deux solutions définies comme précédemment avec toutes ces propriétés. La difficulté que l'on a sur l'unicité, c'est quoi? C'est que, fondamentalement, on a envie de dire, tout se passe bien, j'ai une estimation dans LP, et donc, si je regarde U1 moins U2, c'est solution de cette équation, et donc, il n'y a pas de souci.
puisque l'estimation dans LP m'indique que U1 moins U2 dans LP devrait être majoré par sa condition initiale, et s'il partage la même condition initiale, bah donc ça vaut 0. Le seul problème, c'est que la formulation n'est plus une formulation linéaire. Et lorsque je dis que U1 et U2 sont solutions de cette équation-là, je ne peux pas réellement dire que U1 moins U2 est solution de la même équation. Pourquoi? Bah, c'est parce que U1, il est défini par les phi de U. Enfin, l'équation est définie à travers des fonctions composées par U, c'est-à-dire phi de U1. U2, il est remplacé par un phi de U2, et que phi de U1 moins U2, ce n'est pas phi de U1 moins phi de U2. Donc on a introduit, on a une formulation non linéaire de l'équation linéaire, et là maintenant on le paye. Alors on est obligé de faire une contorsion et de se dire, bon, bah, je vais travailler avec W égale phi de U1, puis après il faudra bien choisir phi. Là, c'est une équation, j'ai un truc borné, donc je sais par régularisation faire toutes les manipulations que je veux. Donc tout ce que je vais écrire par la suite est justifiable parce qu'on est dans une situation d'une solution d'une équation avec une solution bornée. Donc j'écris, de quelle équation s'agit-il? Bien, je suis en train de parler de cette équation, moins b gradient v, mais vous voyez que ce que je récupère en plus, c'est un phi seconde de U2 gradient U2 carré, moins un phi seconde de U1 gradient U1 carré. Terme source qui est dans L1. Ce qui ne change rien à toutes les manipulations qui vont suivre. Et donc après, que dois-je faire? Bien évidemment, j'ai quelque chose qui est dans l'infini, et en tête, ce que j'ai, c'est en fait ce que je démontre, c'est que si U1 et U2 sont solutions en ce sens-là, en fait ce que je vais démontrer, c'est que U1 moins U2 est solution en ce sens-là. Et comment je vais faire cela? Bien, je vais prendre maintenant une nouvelle fonction phi, donc que je vais appeler gamma, et je vais regarder donc l'équation satisfaite par gamma de W. Je récupère tous les termes qui m'intéressent, le gamma seconde de W gradient W carré, et puis je récupère là-bas un gamma prime de W multiplié par tout le terme source. Phi seconde de U2 gradient U2 carré, moins phi seconde de U1, gradient U1 carré. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire là-dedans? Eh bien, je vais devoir prendre des fonctions gamma comme j'en ai l'habitude, comme celle-ci, mais si je veux démontrer l'unicité, eh bien, les fonctions gamma sont des fonctions où, par exemple, gamma prime, c'est une troncature, donc gamma prime de S, c'est la fonction indicatrice de S majorée par K. J'ai deux niveaux de troncature, j'ai une troncature sur W, et puis j'ai les troncatures qui sont cachées dans le phi. Toujours dans le cas simple où la divergence de B est minorée, j'en déduis donc d sur dt de l'intégrale de gamma de W, l'intégrale du Laplacien, ça vaut 0, le moins B... ouais, c'est peut-être pas ça que je veux faire tout de suite. Pardonnez-moi, je vais prendre pour gamma prime, j'ai parlé de troncature, non, c'est pas ça que je veux faire, c'est S inférieur à K. Plus grand que moins K. Donc c'est ce que j'avais baptisé TK de S la semaine dernière. Hein.
Et c'est la fonction qui consiste à écranter comme ceci bien. Alors, donc, quoi qu'il en soit, je répète, ceci, l'intégrale du moins laplacien, il n'y a pas de problème. L'intégrale, le gamma seconde, qu'est-ce que cela me fait? Bien, cela me fait l'intégrale de gradient W carré de 1 de W inférieur à K. Donc ça, c'est un terme positif. Pour l'unicité, on ne se fait pas de souci. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est ça le point important. C'est inférieur à quoi? Alors, il y a le terme en moins divergence B, dont j'ai déjà dit qu'il était majoré. Ça fait C fois l'intégrale de gamma de W. Et donc là, pour l'instant, j'ai tenu compte de toute l'équation standard. Évidemment, maintenant, ce sur quoi je dois travailler, c'est l'information qui est, c'est le terme source. Alors, que puis-je dire de gamma prime? Gamma prime, il est majoré par K. Donc, j'y vais brutalement. Plus K fois l'intégrale de phi seconde de U2, gradient U2 carré, moins phi seconde de U1, gradient U1 carré, et je mets une valeur absolue, et c'est bon. OK, donc là, on a pour gamma la primitive de la troncature usuelle, et à l'intérieur du W, il faut maintenant se souvenir que W, c'est phi de U1 moins phi de U2. Et c'est maintenant que je vais choisir des suites de troncature. D'une certaine manière, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai obtenu des informations pour la troncature de phi de U1 moins phi de U2. Mais ce qui m'intéresse, c'est U1 moins U2. Donc maintenant que j'ai tronqué la différence, je peux essayer de relâcher les troncatures qui sont là, à savoir les phi qui sont ici. Donc pour phi, je choisis maintenant un phi r, qui est une fonction qui est, je vais faire un dessin, donc qui est la fonction identité tronquée. Donc ça, c'est censé être plat. Après, je vais faire un dessin entre R et 2R. Hein. Donc c'est là, et puis symétrique. Donc c'est la fonction impair qui vaut la fonction identité entre moins R et plus R. Entre R et 2R, ça s'arrondit. Et puis c'est plat à partir de 2R en une valeur qui est inférieure à 2R. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le scaling que l'on a pour phi R, ben, vous voyez que c'est un R de phi de T sur R, de phi 1 de T sur R. Donc en fait, vous prenez une fonction qui est la fonction identité entre moins 1 et plus 1, vous la tronquez régulièrement plus grand qu'au-delà de 1 et en deçà de moins 1, et vous faites ensuite ce changement d'échelle pour en fait avoir les mêmes propriétés non plus entre moins 1 et plus 1, mais entre moins R et plus R. Bon, scaling évident. Alors, si on fait ceci, qu'est-ce que l'on récupère? Bien, vous voyez maintenant apparaître clairement l'hypothèse fondamentale pour l'unicité, c'est que le terme source qui est ici, lorsque vous calculez phi seconde de R, eh bien, phi seconde de R, si vous dérivez deux fois par rapport à R, ça fait 1 sur R, phi seconde de 1 de T sur R, et donc ceci se majore par, en valeur absolue, par une constante C0 sur R, la fonction indicatrice de T compris entre R et 2R. Donc si je prends des troncatures pour phi de cette sorte, je récupère un objet qui, pour le terme source, est parfait, parce que c'est exactement l'information cruciale que j'ai rajoutée, à savoir que l'intégrale de gradient U2 carré dans la zone où U2 est comprise entre R et 2R, c'est quelque chose qui tend vers 0. Même chose pour U1. La morale de ceci, c'est que donc grâce à cette hypothèse-là que j'encadre, qui est absolument cruciale pour l'unicité, puis je ferai un commentaire là-dessus, qu'est-ce que c'est, quel est le rôle de cette condition dans un instant,
Eh bien, cette information m'assure que le terme source a K fixé, a gamma fixé, que le terme source qui est là, eh bien, il tend vers 0. Alors, il y a du phi r à l'intérieur. Je récapitule. Qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré l'estimation suivante par ce choix de gamma et ces choix de phi. Eh bien, j'ai démontré l'estimation qui est que d sur dt de l'intégrale de gamma, et maintenant je vais écrire les choses à l'intérieur de phi de IR U1 moins phi de IR U2. Le terme qui est ici, je le jette, est majoré par C fois. Donc si je fais un coup de Gromval, je vais récupérer quelque chose comme un e puissance C0. Si je regarde ça à l'instant t, ça va être quelque chose comme e puissance C0t fois l'intégrale de gamma. De gamma de quoi? De la condition initiale. La condition initiale, qu'est-ce que c'est? Bien, U1 et U2 la partagent. Donc, phi r de U1, c'est égal à phi r de U2, initialement. Donc, c'est gamma de 0, mais gamma, il a été choisi pour être nul. Donc, en fait, le terme qui est ici disparaît, et je récupère ici un K de grand T, si T est plus petit que, grand T, parce qu'il y a eu à nouveau une exponentielle qui vient se rajouter au K. Donc c'est K fois, pardonnez-moi, j'écris mal les choses, C de grand T. Et je récupère maintenant l'intégrale qui est ici et dont j'ai déjà dit que c'était quelque chose que je vais appeler epsilon de R qui tend vers 0 quand R tend vers l'infini, grâce à la propriété encadrée. Et bien entendu, ceci suffit pour l'unicité, parce que vous faites tendre R vers l'infini maintenant. Gamma est une fonction fixée. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Bien, on en déduit que l'intégrale de gamma de U1 moins U2 est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire on en déduit que U1 est égal à U2. Donc, quel est l'argument? Je n'ai pas le droit de dire que U1 moins U2, que c'est un problème linéaire, et donc je contourne en faisant une troncature sur les différences de troncature, et je relâche les troncatures pour en fait revenir, les phi que j'ai pris là, les phi r que j'ai pris là, en fait c'est des phi r qui tendent vers U, de façon à retrouver la linéarité de l'équation, et l'idée essentielle, c'est que le terme qui est là, même si je ne peux pas parler de l'équation pour U, parce que le B n'est pas assez régulier, eh bien, le terme source qui est là, il tend vers 0. Donc, je peux presque revenir à l'équation initiale, mais que je n'ai pas le droit de manipuler. Donc, je m'arrête juste un peu avant, je fais la troncature. Une fois qu'il y a la troncature, je n'ai plus de problème pour manipuler les objets avec le B. Et donc, je relâche les troncatures pour retrouver les propriétés de l'équation précédente. Donc c'est une démonstration qui est très naturelle. L'idée là-dedans de faire tendre R vers l'infini, c'est simplement de revenir à l'équation et de contourner, grâce au gamma, le manque de manipulation possible sur le terme de transport, c'est-à-dire le manque de régularité des coefficients de l'équation. Voilà, donc voilà comment effectivement, si on a compris le cas P égale l'infini, en manipulant ces notions, en jouant sur toutes ces troncatures, en fait, on se rend compte qu'on peut travailler dans LP et dans L1. Donc je suis parfaitement conscient du fait que je suis allé vite sur l'existence, mais surtout, je ne vous ai fait des démonstrations que dans le cas que pour P plus grand que 1, il n'y a absolument aucun problème, parce qu'on a fait des démonstrations de l'unicité des bornes qui étaient exponentielles, qui étaient exactement pareilles pour des champs de vecteurs B. Donc ce que je mets en mémoire, c'est que dans le cas où P est égal à 1, le seul cas que j'ai traité réellement, j'annonce simplement que c'est vrai sous des hypothèses plus générales, le seul cas traité, c'est le cas où B est dans L2 plus W11, et le cas où la divergence de B est minorée. Bon, dans le cas où P est plus grand que 1, comme on peut travailler essentiellement,
on a cette information supplémentaire, U puissance P sur 2 appartient à L2 en temps à valeur dans H1, eh bien, ceci fonctionne bien. La démonstration que j'ai faite, donc là, il n'y a pas de souci pour avoir les autres morceaux dans B. Je vous rappelle ce que j'indique par les autres morceaux. C'était des champs de vecteurs B dans lesquels on se servait de l'ellipticité. Hein. C'était qu'on avait le droit de prendre des morceaux qui sont dans LD infini, pas trop grands, et puis éventuellement un morceau dans L infini ou dans LD plus L infini, c'est la même chose. Et également que l'on pouvait dire que la divergence, la partie négative de la divergence était bornée dans, à nouveau, un petit terme, epsilon LD sur 2 infini. Donc ça, c'était pour le B, ou un B2, si vous voulez. Et là, c'est pour la partie négative, c'est-à-dire moins divergence de B2 plus L infini. Alors, autant, grâce aux estimations dans H1 que l'on a ici, on pouvait servir des inégalités de Sobolev et faire la démonstration que l'on a déjà faite dans le cas P égale infini. Autant dans le cas P égale à 1, c'est un peu plus compliqué. Alors certes, on a des informations comme ceci, mais ça se passe moins bien et je devrais revenir sur ce cas-là, qui est un peu plus délicat plus tard. En fait, de quoi cela, la difficulté vient du fait que quand P tend vers 1, en fait, on a des constantes ici qui explosent quand P tend vers 1, parce que si on demande l'analogue pour P égale à 1, c'est-à-dire que la racine carrée de la valeur absolue de U soit dans L2 en temps à valeur dans H1, il faut une condition initiale qui ne soit pas dans L1, mais dans L1 log L1. Donc en fait, le cas P plus grand que 1 qui marche bien, il s'étend facilement au cas où la condition initiale est dans L1 log L1, mais pas dans L1. Parce que dans L1, on n'a plus les propriétés qui sont là d'une fonction agréable comme ceci. Donc, attention au cas où P égale à 1, on reviendra dessus. Enfin, un dernier commentaire, toujours dans le cas P égale à 1, c'est le rôle de cette hypothèse. Cette hypothèse est en fait une hypothèse qui permet de distinguer, hein, à la fin, vous avez vu que dans la démonstration, pour obtenir cette convergence vers 0, ceci est fondamentalement un cas où on s'est servi de l'intégrabilité de U0, donc là on se sert vraiment du fait que U0 soit dans L1, hein, parce qu'on s'est servi que l'intégrale de U0 pour U0 plus grand que R tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Bon, et ça, qu'est-ce que ça exclut? Parce qu'on a toutes les estimations que j'ai démontrées, sauf celle-ci, toutes les estimations que j'ai démontrées, sauf celle-ci, formellement, on n'a besoin que de bornes L1. Ben, ça veut dire que formellement, elles sont vraies, en tout cas sur les approximations, si U0 est une mesure bornée. Une masse de Dirac, par exemple. Les estimations sont vraies. Tout ça, et a priori, je peux l'écrire. En revanche, l'information qui est ici, eh bien, elle est fausse pour une masse de Dirac. Si je prends U0 masse de Dirac, et que je calcule ce bazar-là, par exemple en prenant B égale à 0, donc si vous prenez U égale la fonction indicatrice, enfin la solution fondamentale de l'équation de la chaleur, donc tout à coup je remets un I, donc un à 1,5. Si vous prenez U égale 1 sur 2 pi t à la puissance t d sur 2, si on est en dimension d, et exponentielle moins x2 sur 2t, eh bien, et que vous estimez ceci, ce n'est pas très compliqué, hein, c'est sur une couronne, c'est un calcul topinal, que je ne vais bien entendu pas faire. Eh bien, si vous prenez ceci et que vous divisez par R, ceci tend vers une constante strictement positive quand R tend vers l'infini. La raison en est que c'est essentiellement une invariance d'échelle, si vous voulez les choses, mais
La raison en est, c'est qu'effectivement, dans la masse de Dirac, vous voyez qu'une autre manière de voir les choses, c'est en regardant ça. Hein. C'est que si vous prenez, entre guillemets, une masse de Dirac, ça, c'est indépendant de R. Okay. Bon, alors, il y a de la marge entre les masses de Dirac et puis les fonctions dans L1. Donc là, il y a des petites choses il y aurait des petites choses à dire. Que les masses de Dirac sont particulières. Bon, enfin, ça, c'est... Là, on va rentrer dans une zoologie de problèmes dans laquelle je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ce cours et même dans l'absolu. Voilà, donc une question qui est intéressante et qui est ouverte, c'est qu'est-ce qu'on peut dire si on prend des masses de Dirac ici? Donc, formuler la question soit, est-ce qu'il y a unicité ou pas? Hein, et comment, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire avoir qu'est-ce que cela veut dire avoir une solution? Comment la caractériser? Est-ce que c'est possible ou pas? Je suis perplexe sur cette question, hein, je vous l'avoue. Je ne suis pas sûr de la réponse, mais j'y ai vraiment très très peu réfléchi, voire essentiellement pas du tout. Donc vraiment comme ça m'a traversé la tête. Et donc je ne peux pas vous livrer la moindre intuition là-dessus, j'y ai pas assez réfléchi. En tout cas, c'est une question intéressante que je voulais signaler. Bien. Et déjà, pour commencer, dans le cas où B est dans L2 plus W11 à divergence minorée.